Dans sa partie orientale, aux confins du monde slave, l'Europe forme un kaléidoscope de peuples et de cultures. Ces territoires offrent une extrême diversité de paysages, mais sont unis par une histoire commune. Ces régions constituent une sorte d'avant-poste de l'Europe, sans cesse en lutte contre les attaques étrangères. De la Transylvanie roumaine au cœur de Varsovie, ces terres sont parvenues toutefois à se forger des identités fortes. Des nations sont nées, uniques, mais traversées par des influences communes, notamment celles du joug ottoman et de l'art byzantin. Les églises fortifiées et peintes de Roumanie et le monastère bulgare de Rila dessinent ainsi un visage à cette culture de l'Europe de l'Est. Désormais roumaine, la Transylvanie a longtemps appartenu au royaume de Hongrie. À partir du milieu du XIIe siècle, pour faire face aux attaques incessantes des Turcs, les souverains hongrois invitent des familles de colons provenant de l'ouest du Saint-Empire romain germanique à s'y installer. Ceux que l'on nomme désormais les Saxons bâtissent alors des villages. Et pour soutenir les raids des envahisseurs, des places fortes sont élevées à l'image de celle de Viskri. C'est une véritable citadelle dotée de 5 tours, de bastions couronnés d'une galerie de bois et cernés d'une épaisse muraille circulaire. En cas de siège, chaque famille peut y trouver refuge. Mais cette enceinte protège avant tout un édifice bien particulier, l'église. Blanche et imposante, c'est elle qui a donné son nom au village. La communauté des colons, composée d'artisans, d'agriculteurs et de commerçants, y pratique à l'origine un culte catholique. Par la suite, les Saxons embrassent la réforme luthérienne. Au cœur de la forteresse, dans des celliers ou des espaces collectifs, chacun entrepose ses réserves personnelles. Un siège peut durer 1 mois, les Turcs tentant d'affamer la population. Il faut donc s'organiser pour survivre. Il faut également sauver une partie des récoltes, l'ennemi ravageant les champs année après année. Car en dehors de ces raids, les Saxons développent, sous la protection de la couronne hongroise, de riches unités agricoles. Mais la menace n'est jamais bien loin, comme en témoigne l'église fortifiée de Prejmer, à quelques kilomètres de Viskri. Il s'agit de la plus puissante citadelle saxonne de cette époque. On y a édifié des murs de 14 mètres de hauteur et de 6 mètres d'épaisseur. Lorsque les invasions turques se multiplient au cours du XVe et XVIIe siècle, la population y organise un véritable lieu de vie. On y accueille les enfants pour l'école. À l'ombre des Carpates, les Saxons ont développé une culture originale, fruit des traditions importées de l'ouest de l'Europe et des emprunts faits à l'est. Et pour pouvoir demeurer à l'abri en attendant le retrait des assaillants, les villageois ont aménagé les murs d'enceinte. On y a ainsi encastré sur plusieurs étages 272 cellules. Elles servent à abriter les familles du village
mais aussi à stocker les provisions. Au cœur de la citadelle se dresse l'église gothique du XIIIe siècle. Elle est le noyau et l'âme du refuge. Bénéficiant de privilèges pour s'implanter, les colons saxons peuplent ainsi la Transylvanie. Et ces terres se couvrent peu à peu de nombreux villages. Biertan est l'un d'entre eux. On y a percé une large rue centrale le long de laquelle s'alignent des fermes. Et sur la colline, une église est édifiée au XVIe siècle. Le village a traversé les siècles en gardant cette même physionomie. Les invasions ottomanes se poursuivent. Il faut un système défensif pour protéger l'édifice et servir de refuge aux villageois. Il se compose de tours et de bastions qui viennent renforcer les trois enceintes successives. En cas d'attaque, les colons y sont à l'abri, mais ils viennent également y célébrer un nouveau culte. Car les Saxons ont rapidement adopté la réforme. Biertan devient ainsi le siège de l'épiscopat luthérien de Transylvanie. La riche décoration de son église témoigne de son importance. Pour résister aux attaques turques, les Saxons ont bâti près de 300 églises-forteresses. Sur d'autres terres d'Europe de l'Est, la résistance prend un autre visage. Nous sommes au nord-est de l'actuelle Roumanie, dans la région de la Bucovine. C'est le haut pays de la Moldavie. À partir de 1457, Étienne le Grand règne sur ces terres. Celui que l'on surnomme l'athlète de la chrétienté fait alors de la Bucovine un rempart contre les Ottomans et un carrefour majeur des cultures d'Europe orientale. Au XVe et XVIe siècle, la région se parsème ainsi de près de 2000 monastères, parmi lesquels celui de Sucevița. En ces temps troublés, il prend l'allure d'une forteresse, mais c'est avant tout un chef-d'œuvre de l'art religieux. Le monastère célèbre l'Empire d'Orient face à l'augmentation de la menace turque et face aux pressions exercées par la Réforme. On y pratique les rites du christianisme orthodoxe. Mais surtout, on orne les murs extérieurs du sanctuaire de fresques peintes s'inspirant de l'art byzantin. L'église de la Résurrection compose ainsi un grand livre d'images pour les fidèles. Silhouettes de saints, de prophètes, de martyrs s'y multiplient dans des attitudes diverses. Loin d'être de simples décorations murales, ces peintures sont une Bible pour ceux qui ne savent pas lire. C'est également un rappel des principaux enseignements pour les serviteurs de Dieu. Sur la façade nord de l'édifice, un thème iconographique consacré par Byzance s'adresse ainsi aux moines. Il s'agit de l'échelle de Saint Jean Climac, moine au Mont Sinaï vers le 7e siècle. Sur cette échelle sainte, des religieux, assistés par des anges, gravissent les degrés pour accéder au paradis.
Ceux qui se sont égarés, les damnés qui n'ont pas suivi la bonne voie, sont précipités vers les enfers. Face à la domination ottomane, le monastère de Sucevița célèbre les dogmes du christianisme oriental. Au cœur des vallées et des collines de la Bucovine, d'autres sanctuaires y affirment également l'identité de son territoire. Le monastère de Moldovița, édifié en 1532, en fait partie. Blotti au cœur de l'enceinte fortifiée, son église dédiée à l'Annonciation est l'œuvre du prince Pierre Rares, le fils d'Étienne le Grand. C'est un indéfectible soutien de l'orthodoxie, mais aussi un protecteur des arts dignes des princes de la Renaissance. Il fait réaliser sur les murs du sanctuaire un programme iconographique exceptionnel. On y use de toute la richesse esthétique de l'époque. On y déploie toute la puissance moralisatrice de l'art sacré. Parmi ces fresques, une illustration saisissante du siège de Constantinople qui eut lieu en 1453. Les Turcs multiplient les assauts pendant plus de 40 jours et finalement s'emparent de la cité. C'est la chute du plus solide rempart face aux invasions arabes. Désormais, leur menace incessante plane sur l'Europe de l'Est. Au-dessus de l'entrée, une fresque de l'Apocalypse. C'est le thème le plus représenté de ces églises peintes. L'intérieur du sanctuaire affirme une nouvelle fois la gloire de Byzance. On y réalise un large retable en bois, peint et doré. Les icônes s'y multiplient. Sur les murs, c'est un véritable évangile en couleurs. Tout dans cette église glorifie l'essor de la civilisation de ce territoire de Moldavie. Cette région est alors et restera longtemps un avant-poste de l'Europe, un barrage contre les incursions étrangères. Un autre pays écrit également l'histoire de l'Europe de l'Est, la Pologne. Ses frontières demeurent longtemps changeantes, mais peu à peu, une véritable nation voit le jour. Avant 1300, sa capitale, Varsovie, n'existe pas. Il faut attendre cette date pour que les ducs de Mazovie élèvent une petite forteresse sur une des rives de la Vistule. Une nouvelle cité est née. Durant l'époque médiévale, elle se développe, protégée par des remparts. Bien que plus tardifs, les murs de briques de la Barbacane témoignent de cet ouvrage défensif. Bien à l'abri derrière cette enceinte, la cité devient florissante. On y organise alors le développement urbain en y traçant des rues selon un plan en damier. En son cœur, on perce dès le XIIIe siècle une large place carrée. C'est la place du marché. Elle est le centre économique de la ville. Les demeures qui l'abordent
attestent de la prospérité que connaît alors Varsovie. L'aristocratie polonaise s'y enrichit grâce à la culture des céréales, profitant de l'ouverture du pays sur la Baltique et la mer Noire. Cette place est également le témoin des grands événements qui ponctuent la vie de la cité. On y procède aux exécutions publiques. Puis, au XVe siècle, les ducs de Mazovie fixent leur résidence à Varsovie. Son rôle politique s'accroît et une intense activité architecturale gagne ses rues. On bâtit alors une église à l'emplacement de ce qui va devenir la cathédrale Saint-Jean. Tandis que les régions de Transylvanie et de Moldavie sont restées fidèles à l'église d'Orient, la Pologne se rallie à l'église d'Occident. Le vaste édifice est élevé au rang de collégial en 1406 et accueille rapidement les grands événements du royaume. On y célèbre l'entrée du pays dans son âge d'or. Un pays ouvert aux influences occidentales, tolérant et prospère, dont la ville devient la capitale. C'est en 1596 que le roi Sigismund III Vasa décide de transférer la capitale de l'État de Cracovie à Varsovie. Puissant souverain dont la silhouette veille toujours sur la cité, il entreprend la construction du premier château royal à l'emplacement de l'ancienne forteresse. De 1598 à 1619, 3 architectes italiens réalisent ainsi un magnifique palais baroque qui devient le symbole de l'identité nationale du pays. De la citadelle des ducs de Mazovie, les bâtisseurs conservent les fondations, ces caves gothiques qui servaient autrefois de salle du trésor. Partout ailleurs, les pièces sont réaménagées et de nouveaux espaces créés. On y proclame la souveraineté de la nation polonaise. Car l'édifice n'est pas seulement la résidence des souverains, c'est aussi le siège du Parlement, comme en témoigne au rez-de-chaussée l'ancienne chambre des députés. Sur ces voûtes sont ainsi représentées les 32 armoiries des terres composant le royaume. Mais dès la seconde moitié du XVIIe siècle, cette chambre des députés est transférée au premier étage. Les fauteuils des sénateurs et le trône royal témoignent du cérémonial en vigueur lors des séances de la Diète polonaise. Le 3 mai 1791, on y adopte ainsi la nouvelle constitution. Le premier étage est désormais le niveau officiel abritant les salles d'apparat et les appartements royaux. Le chronos de la salle des chevaliers marque ainsi le temps pour ceux qui attendent d'être reçus par le roi. Il est entouré, dans une sorte de panthéon national, des grands hommes polonais. Dans la salle de marbre adjacente se réunissent les courtisans de haut rang durant les audiences royales. On y commémore une nouvelle fois l'histoire du pays en y représentant l'ensemble des souverains qui occupèrent le trône de Pologne. Du XIIIe au XVIIe siècle, l'Europe de l'Est a gagné une nation à l'identité forte. Mais le destin de celle-ci sera tragique. En août 1944, plus de 85% du centre historique de Varsovie est rasé par les troupes nazies. Son incroyable reconstruction est l'œuvre d'un pays tout entier. Au cœur d'une mosaïque de culture, une autre nation dessine les contours de l'Europe de l'Est, la Bulgarie. Ce puissant royaume conserve les traces de son passé sous domination ottomane. En témoigne un édifice perché à 1100 mètres d'altitude dans le massif du Rila, au sud-ouest du pays. Fondé au Xe siècle par l'ermite Saint-Jean de Rila, le site a des allures de forteresse avec ses hauts murs.
C'est en réalité un monastère bâti à l'image de la vie spirituelle et sociale de la Bulgarie durant l'Empire byzantin. Au cœur de sa vaste cour intérieure, une église à 5 coupoles et des galeries à colonnades s'inspirant de la Renaissance italienne témoignent de cette richesse. Pourtant, au premier temps du monastère, c'est l'aspect défensif qui prime. Il faut protéger les moines contre les attaques étrangères et la tour de Crélio, édifiée en 1335, leur sert de refuge. Ils sont alors près de 300 à mener une vie de prière et de méditation selon les règles du culte orthodoxe. Ils représentent un symbole de résistance sous le joug des Turcs qui occupent la Bulgarie de 1396 à 1878. Ils font de Rila un centre majeur de la vie religieuse et culturelle du pays. Mais au début du XIXe siècle, un drame s'abat sur le monastère. Un incendie dévaste l'édifice. Il faudra tout reconstruire. Après des siècles d'occupation turque, la Russie est alors en guerre contre l'Empire ottoman et les idées des Lumières se développent en Bulgarie. À Rila, la communauté monastique prend conscience d'une identité culturelle slave. Des artisans affluent du pays tout entier et l'édification des nouveaux bâtiments devient le symbole d'une véritable renaissance bulgare. On rebâtit l'église de l'Assomption sur le modèle d'une église du mont Athos grec. On la dote également de coupoles à l'italienne. C'est un mélange d'influence et de style. Mais surtout, on la pare dans les années 1840 de fresques murales colorées, peintes par les plus grands artistes de l'époque. Les scènes bibliques et les représentations de la vie de Saint Jean de Rila recouvrent la totalité des murs. C'est un évangile d'images dont la construction moderne évoque celle des bandes dessinées. La décoration aux couleurs exubérantes gagne les coupoles et les murs. À l'intérieur, de multiples icônes présentent aux fidèles les enseignements du christianisme. On dresse ainsi entre l'autel et la nef où se tiennent les fidèles un monumental mur d'images en bois de noyer sculptées et dorées. C'est une iconostase dans la plus pure tradition orthodoxe qui abrite les reliques de Saint Jean de Rila. Au cœur de l'Europe de l'Est, il aura fallu attendre 5 siècles pour que les peuples s'émancipent du joug ottoman et voient la naissance de leur nation. La Roumanie, la Pologne et la Bulgarie ne vont pourtant pas tarder à tomber sous la coupe des soviétiques. L'influence du monde communiste renforcera leur culture commune, avant que ces pays ne réaffirment désormais
leur identité nationale.